Alors, pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a commencé par s'intéresser aux lois fondamentales qu'il y a en électricité, loi des mailles, loi des nœuds, comment est-ce que dans un circuit on pouvait discuter des tensions et des courants. Après, on a présenté les différents dipôles habituels que l'on rencontre et on s'est rendu compte que dans cette description, on s'était focalisé sur les dipôles qui sont dits linéaires, c'est-à-dire qu'il y ait une relation linéaire ou affine quand il y a des sources entre le courant qui les traverse et la tension à leur borne. Dans la dernière partie, on a regardé tout un ensemble de raccourcis en se focalisant sur les résistances qui vont être notre fonds de commerce. Mais maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de tout le reste? Parce que finalement, dans notre vie de tous les jours, on n'a pas seulement des dipôles linéaires, on n'a pas seulement des résistances. À partir du prochain chapitre, on va voir un petit peu le comportement des capacités des bobines et voir que ça peut donner lieu à des évolutions qui sont sympathiques. Mais on n'a pas toujours ça. Qu'est-ce qu'on fait des dipôles qui ne sont pas forcément linéaires? Comment est-ce qu'on les étudie? Et surtout, après, comment est-ce qu'on va les modéliser? Le but étant de se ramener à des portions où les dipôles sont linéaires pour que l'on puisse utiliser tout ce qu'on a pris en compte et tout ce qu'on sait sur les histoires de résistance pour pouvoir calculer, puisque si on arrive à se ramener à un circuit dans lequel il n'y a que des sources de tension au courant et des résistances, en règle générale, ce sera relativement facile à résoudre. Donc pour pouvoir étudier ces autres dipôles, on va introduire un nouvel outil qu'on appelle une caractéristique. Donc la caractéristique d'un dipôle, donc c'est ce qui le caractérise, c'est un petit peu l'étymologie correspondante du mot. Donc la caractéristique du dipôle, c'est une représentation graphique de la relation entre le courant qui traverse le dipôle et la tension à ses bornes. Donc représentation graphique du lien entre I et U pour un dipôle. Alors, on peut avoir soit représenter I en fonction de U, soit représenter U en fonction de I. Ça dépend un petit peu. Donc on a soit U égale une certaine fonction de I, ou I égale une autre fonction de U. Ça c'est selon ce que l'on préfère mettre. Très souvent d'ailleurs, les caractéristiques sont présentées en mettant I en fonction de U, donc vous avez le courant qui est indiqué là en fonction de la tension qu'on impose au dipôle. Et donc il va falloir regarder, donc quand vous avez un dipôle quelconque, alors on va le noter D par exemple, il va falloir se mettre d'accord d'abord sur quel est le I, quel est le U, est-ce qu'on le met en convention récepteur comme ici ou en convention générateur. Bref, ça va dépendre de ce qu'on est en train d'étudier. Si on étudie un générateur, généralement on va le mettre en générateur. Si on étudie quelque chose qui reçoit de l'énergie, on va le mettre en récepteur. Quand on veut brancher un générateur sur un récepteur, l'un sera mis en convention générateur, l'autre en convention récepteur. Vous verrez que on va pouvoir regarder ces caractéristiques et apprendre des choses. Mais en gros, vous allez avoir une certaine relation qui peut être simple ou pas, qui peut donner des relations pour lesquelles, pour un courant, il y a parfois plusieurs tensions qui sont disponibles. Alors très souvent que c'est quand même des bijections, c'est-à-dire à un courant correspond une tension réciproquement, mais on peut a priori avoir des comportements plus compliqués et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour certains exemples en pratique. Alors, si on veut faire une étude pratique de cette caractéristique, c'est quelque chose qui est très souvent demandé en TP, notamment au concours, qui est extrêmement simple et pourtant c'est un écueil absolument incroyable pour les élèves. Peut-être parce que on fait ça en début d'année en sup et que en spé on a tendance à oublier ce qu'on avait fait en sup, ce qui est une très mauvaise idée. Peut-être aussi parce que c'est en fait tellement simple que les élèves se disent non, ça peut pas être aussi simple que cela. Donc il va falloir ruser un petit peu. Donc
L'étude pratique, c'est de se dire, si j'impose une certaine tension U aux bornes de mon dipôle, quel est le courant que je vais mesurer là-dessus. Donc par exemple, quand vous prenez votre dipôle, là, vous vous dites, je vais prendre un voltmètre accroché derrière, je vais mettre un ampèremètre là, et puis je vais le brancher sur un générateur de résistance interne petit r, de là, et puis peut-être que je rajoute un grand R ici dans mon circuit. L'important, c'est de mesurer une tension et un courant, et d'avoir un moyen de faire varier l'un ou l'autre de ces paramètres. Donc, on mesure U avec le voltmètre et I avec l'ampèremètre. Et on se débrouille pour avoir des valeurs variables, avoir des valeurs réparties. Comment est-ce qu'on fait? Soit vous prenez ici une résistance variable dans votre circuit, et le fait de changer la résistance, ça va modifier la réponse de votre dipôle au générateur. Ou alors, carrément, vous modifiez, vous avez votre générateur ici, généralement vous avez un petit bouton, et puis vous bougez la valeur de grand E, ça va donner une tension plus ou moins importante, qui va plus ou moins se récupérer au niveau de votre dipôle, et donc vous allez mesurer une nouvelle tension, un nouveau courant, et ça vous rajoute un point sur votre graphique, et donc il va suffire de se débrouiller pour les différentes valeurs de I et de U. Je vous en mesurer un là par exemple, un ici, un là, un qui va être comme ça. Donc en fonction, et plus vous arrivez à prendre de points, plus votre caractéristique va être précise. Donc ça, c'est à faire attention. Alors bien sûr, vous voyez que là le voltmètre mesure bien la tension aux bornes du dipôle, mais l'intensité, c'est pas l'intensité qui pénètre ou qui ressort de ce dipôle-là, mais de l'ensemble dipôle plus voltmètre, ce qui peut poser un problème. Si jamais la résistance interne du dipôle est grande, on parlera pourquoi, on dira un petit peu pourquoi, comment est-ce qu'on peut se ramener à des estimations comme ça, puisque mon dipôle n'est pas une résistance ici. Mais donc il faut peut-être adapter votre protocole en mettant l'ampèremètre à l'intérieur ou à l'extérieur, voir si ça change. Et puis si vous avez la même caractéristique qui se trace, c'est que vraisemblablement ça va fonctionner et vous allez avoir le bon résultat. Vous voyez, c'est très simple, on fait plusieurs mesures, on change simplement un paramètre dans votre système et puis vous regardez la nouvelle mesure et ça vous permet d'obtenir un autre point, et en ayant suffisamment de points, vous avez la caractéristique qui va se tracer. Alors, ces caractéristiques, elles peuvent avoir des têtes très, très variables. Et quelle est l'utilité? L'utilité de ces caractéristiques, c'est de calculer un point de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que le point de fonctionnement? C'est quand vous branchez deux dipôles l'un sur l'autre, ils vont se mettre d'accord pour savoir quelle est la tension à leur borne et le courant qu'ils vont échanger. Et ce point de fonctionnement, ça va être du coup un point dans le plan IU, et ce point de fonctionnement peut être déterminé de manière graphique. Alors supposons que vous ayez un dipôle D, soit plutôt récepteur, et donc quand vous faites un graphique de la caractéristique de ce dipôle D en fonction de I, donc si je fais I en fonction de U, donc là c'est toujours très important de dire qu'est-ce que vous tracez en fonction de quoi. Par exemple, votre dipôle D, il fait un truc comme ça, ensuite il est presque constant, et puis après il repart. Voilà. Je l'ai mis en convention récepteur, et j'ai une certaine caractéristique. Plus tard,
vous prenez un générateur, voilà, et votre générateur, vous allez le mettre en convention générateur, et quand vous observez votre générateur, I en fonction de U, par exemple, ça vous donne un machin qui fait comme ça. Supposons que ce soit une droite, ça va être un générateur gentiment linéaire. On va voir qu'on va pouvoir lui associer un générateur de Thévenin équivalent, mais voilà, donc ça a une tête comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je branche le générateur sur mon dipôle? Si je branche le dipôle sur le générateur, généralement c'est dans ce sens-là qu'on va voir. Eh bien, le générateur va avoir tendance à envoyer un certain courant pour une tension U donnée, dont la relation est donnée là. Donc il y a tout un ensemble de couples UI qui sont accessibles pour le générateur. De l'autre côté, le dipôle, lui, on avait dit qu'en convention récepteur, il pouvait recevoir un certain courant, et pour recevoir ce courant-là, il avait besoin d'avoir une certaine tension. Vous voyez que le U que j'avais pour mon générateur ici, et le U pour mon dipôle, étant donné que j'ai branché le générateur sur le dipôle et que l'un en convention générateur, l'autre en convention récepteur, je peux avoir le même U et le même I. C'est-à-dire que je peux dessiner un graphique commun pour lesquels je vois tous les couples UI que le générateur accepte d'avoir. Ça me fait un truc comme ça. Et à côté, j'ai tous les couples UI que le dipôle accepte d'avoir. Et ça me fait un truc comme ça. Ben là, il y a un point d'intersection qu'on appelle point de fonctionnement, je vais du coup noter F, qui est le seul endroit ici pour lesquels le générateur peut te dire, ben voilà, pour cette tension-là, je fournis ce courant, et de l'autre côté, le dipôle, il est d'accord, ben pour ce courant, oui, j'ai besoin de cette tension. Qu'est-ce qui va se passer sinon le générateur il dit, ben voilà, pour une tension de moins 5 volts, je fournis du 10 ampères, il dit, ben non, ben moi pour moins 5 volts, j'ai besoin que du 1 ampère. Bon, alors sur du 7 volts, tu dis quoi? Moi, pour 7 volts, je fournis 1 ampère. Ah oui, mais à 7 volts, moi j'en ai besoin de 3. Bon, alors si on regarde à 5 volts, moi je fournis du 2 ampères. Ben ça tombe bien, quand je suis à 5 volts, j'ai aussi besoin du 2 ampères. On est d'accord, marché conclu, on va fonctionner comme ça. Alors pourquoi ça marche? C'est parce que justement, les couples UI sont des points de fonctionnement possibles, et le seul point de fonctionnement commun de vos deux dipôles, le générateur et le dipôle inconnu qui est ici, c'est celui quand vous avez votre point d'intersection. Et en faisant ça, vous pouvez obtenir, du coup, graphiquement, vous pouvez prédire quelle va être la tension au bord de votre dipôle et quel est le courant, même si les relations, s'il ne s'agit pas de résistance et vous ne connaissez pas l'expression explicite des relations qu'on vous donne. Alors, on va faire un petit exercice pour voir une application de ce point de fonctionnement. On va dire qu'on a deux générateurs de Thévenin. On va prendre un truc simple, histoire de voir que ça fonctionne. Donc on a un E1, un R1. Alors, on va peut-être prendre un petit R, donc un R1. Et ici, j'ai U1. Et là, j'ai I1. OK. Et de l'autre côté, je prends un deuxième générateur. E2. Par là, R2, I2 et U2. Vous avez que la tension U1, c'est E1, plus la tension bande de la résistance vers la droite, qui ici en convention générateur, donc ça va être du moins R1, I1. Et le U2, c'est E2 moins R2, I2, pour la même raison. Donc ça me donne les caractéristiques. Alors là, les deux générateurs sont en convention générateur. Et si je les branche ensemble, c'est-à-dire si je branche A sur A et B sur B,
comme ça. Donc je vais avoir un générateur qui va être comme ça. Et le deuxième qui est là. Donc j'ai R1 et R2. J'aimerais que, si on connaissait en fait les valeurs des E1, E2 et R1 et R2, que vous me déterminiez graphiquement le point de fonctionnement de votre système en essayant de réfléchir sur comment est-ce que ces deux choses-là se mettent ensemble. En particulier, si vous avez E1 qui est proche de E2, j'aimerais que vous me montriez que c'est le générateur qui a la résistance interne la plus faible qui va réussir à imposer que la tension soit dans le sens où lui, il veut l'imposer. Parce que si vous remettez votre système à plat comme ça, il faut toujours avoir une vision très topologique des systèmes électriques en vous disant comment est-ce que je peux le mettre sur une paillasse. Vous voyez que là j'ai mon R1, là j'ai mon R2, là j'ai toujours mes deux points de fixation. Vous voyez que le E2 il va aller vers la gauche alors que le E1 il va aller vers la droite. Alors réfléchissez voir comment résoudre ce problème-là, et en particulier on va prendre E1 et E2 légèrement différents, et j'aimerais montrer que la tension qui va être au milieu sera d'autant plus proche de la tension imposée par l'un ou l'autre de ces deux générateurs que la résistance interne de ce générateur est faible, et donc on va essayer de démontrer ça de manière graphique. Donc réfléchissez 2 secondes et ensuite on corrige. C'est bon? Alors pour la correction, il va nous falloir prendre et représenter les caractéristiques. Alors, on va faire U en fonction de I ici parce que l'expression va être relativement simple et ça nous permettra de le visualiser plus facilement. Donc là, j'ai un U. Vous voyez que ce U là, c'est la même chose que le U1 ou que le U2. Donc en fait, sur un graphique, si je représente le U correspondant, ça va être mon U1, mon U2. Mais le I, il va falloir que je fasse un choix quelque part, et je vais choisir par exemple de mettre I dans ce sens-là. I, c'est I1, vous voyez que ça me donne bien lui en générateur, mais l'autre il va être en récepteur, donc ça va être l'opposé de I2. Alors, si je dois tracer la caractéristique du premier, vous voyez que c'est une droite qui passe par un certain E1 ici, on va prendre E1 là, et qui est une droite décroissante en fonction de I1. Donc par exemple, on aura un truc qui est comme ça, et si je prends un R qui est relativement important, la décroissance est rapide. Si maintenant, je regarde mon deuxième, vous voyez que c'est U2, c'est E2, plus un truc qui est comme ça, et ce machin-là, comme moins, ça me fait du E2, moins I2, c'est le I, donc c'est plus R2I. Et je vais prendre pour E2 une résistance interne qui est beaucoup plus faible, ce qui veut dire que la pente va être beaucoup moins importante, et donc ma caractéristique, ça se fait par exemple comme ça. Vous voyez que le point d'intersection, le point de fonctionnement, il est là. Plus cette pente-là est faible, donc plus la résistance interne R1 est faible, plus le point F, au niveau de la tension, se rapproche de E2, puisque là, je me retrouve avec mon E2. En revanche, l'intersection sera toujours du côté droit. Ça veut dire que si E1 est supérieur à E2, j'ai systématiquement, effectivement, le courant qui va dans ce sens-là. Vous avez une force électromotrice, donc de votre source de tension qui est plus importante, ça va pousser de manière plus importante vers la droite et le courant va circuler dans ce sens-là. Inversement, si E2 avait été au-dessus, l'intersection aurait été à gauche, puisque j'aurais eu quelque chose, donc j'aurais toujours celui-là, mais E2 au-dessus, donc l'intersection est à gauche. Et de nouveau, si la pente est relativement faible, la tension est proche de E2, mais le courant, lui, change de signe en fonction de la valeur de E2 par rapport à E1. En revanche,
la proximité de cette tension par rapport à ce E1 ou à ce E2 va être entièrement décidée par la valeur des résistances. Donc là, on a fait une expression qui est simplement une résolution graphique. Alors là, on a des expressions effectives, donc je peux peut-être essayer de faire la résolution. La résolution, c'est quoi? C'est GU qui s'écrit E1 moins R1I d'après le premier, et il s'écrit aussi E2 plus R2I d'après la deuxième relation. Si je fais l'égalité de ces deux choses-là, vous vous rendez compte que donc j'ai E1 moins R1I qui doit être égal à E2 plus R2I. Donc j'ai E1 moins E2 qui est égal à R1 plus R2I. C'est là où, si jamais vous avez fait une erreur de signe quelque part dans vos conventions, vous auriez un problème, parce que s'il y a un moins, quand je vais récupérer mon I, je vais me retrouver à diviser par un truc qui est potentiellement nul, ce qui est toujours un souci, alors que là, je divise bien par un positif strict, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez là qu'on retrouve que si E1 est supérieur à E2, I est bien positif, ça va vers la droite. L'intersection est du côté droit. Si E2 est supérieur à E1, l'intersection est du côté gauche. Le courant serait négatif, donc il irait en vrai dans l'autre sens. Donc ça, c'est pour avoir le I. Et pour avoir le U, il suffirait de remplacer I dans l'une de ces deux expressions. Donc U, c'est E1 moins R1 sur R1 plus R2 E1 plus R1 sur R1 plus R2 E2. Et vous voyez en simplifiant que ça me donne R2 E1 plus R1 E2 sur R1 plus R2. Et donc, si par exemple R2 est très faible devant R1, je vais pouvoir le négliger là-dedans et je vais pouvoir négliger ce terme et je me retrouve bien avec une tension U qui vaut à peu près E2. Donc, le générateur qui gagne pour le sens du courant, c'est celui qui a la force électromotrice la plus grande, mais le générateur qui gagne pour la valeur de la tension qui finalement figure entre ces deux générateurs, c'est celui qui aura la résistance interne la plus petite. Alors je vais juste encore faire une petite remarque pour finir sur ces histoires de générateurs. Quand on a un générateur idéal, quand on branche ensemble deux générateurs idéaux, je vous ai dit qu'il fallait faire attention parce que si je branche des générateurs idéaux de tension qui ont pas la même tension, qui ne peuvent pas imposer la même tension, il va y avoir un problème. Ça se voit parce que quand je vais essayer de chercher le point de fonctionnement, donc si par exemple j'impose deux générateurs, l'un de force électromotrice E1, l'autre de force électromotrice E2, il y en a un qui va faire intervenir E1, l'autre va faire intervenir E2, je vais le faire représenter U en fonction de I. Vous voyez qu'il y en a un, le générateur de force électromotrice E2 qui impose E2 quelle que soit la valeur du courant, l'autre il impose E1 quelle que soit la valeur du courant. Comme vous avez deux droites qui sont horizontales, donc parallèles, il n'y a pas de point d'intersection. Donc pas de point de fonctionnement. Ce qui veut dire qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. En pratique, ça veut dire qu'il y en a l'un des deux pour lequel le modèle va finir par tomber et vous allez vous retrouver à devoir gérer la réalité de vos systèmes. Donc même, vous n'aurez jamais des vrais générateurs parfaitement idéaux pour tout courant. Donc, si c'était le cas, l'intersection ne peut se faire qu'à l'infini et donc vous devriez avoir un courant infini qui circule dans votre système et ça risque d'être compliqué. Donc c'est pareil pour les générateurs idéaux de courant. Dans un diagramme UI comme ça, ce serait des verticales. Après, si vous inversez I et U, ça inverse les verticales et les horizontales, mais ça reste le même raisonnement. Alors, quand vous avez des caractéristiques, il y a certains exercices dans la feuille de TD pour lesquels on va vous demander de raisonner pour savoir qu'est-ce qui va se passer si on branche deux dipôles dont on connaît les caractéristiques en série ou en parallèle.
On va essayer de voir et de discuter un tout petit peu. Une fois que on a réfléchi un peu à la question, ça va. Mais alors là, généralement, il faut toujours refaire le raisonnement pour ne pas se tromper. Donc, branchement en série et en parallèle. Alors, piste pour vous guider. Quand vous êtes en série, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dipôles sont traversés par le même courant, mais les tensions, elles s'ajoutent. Donc si vous avez un dipôle 1 et un dipôle 2, le fait qu'ils soient en série, ça veut dire qu'il y a le même courant, mais que la tension totale, par exemple si on était en convention récepteur, bah, ça va être la somme des deux. Donc, si j'ai mes deux dipôles, voyons voir. Alors, je vais nous vous mettre I et U. Alors, il faut toujours que vous fassiez attention si l'énoncé de I en fonction de U ou U en fonction de I, puisque selon le cas, on va prendre l'un ou l'autre, c'est strictement équivalent. Par contre, la manière de raisonner sur l'horizontale ou la verticale est inversée si jamais il y a ça. Donc, je prends un dipôle. C'est simplement une résistance, U égale RI ou I égale U sur R. Vous voyez que j'ai une droite de pente 1 sur R. Ça, c'est mon premier dipôle. Et mon deuxième dipôle, alors c'est quoi? C'est... On va prendre quoi? On va prendre un truc qui fait ça. D'accord? Alors, en série, vous avez le même courant, mais les tensions s'ajoutent. Ça veut dire que quand vous êtes à un endroit donné, et que vous voulez dessiner la valeur de la tension totale qui est mesurée, là, vous avez votre U1, là, vous avez votre U2, et donc, la somme des deux, donc il faut que je prenne ce truc-là et que je le rajoute ici, il va être là. Quand je suis à cet endroit-là, les deux tensions sont égales, donc je suis au double. Quand je suis là, en fait, il faut que je rajoute toujours à peu près la même quantité de ce côté-là. Et donc, quand je fais mon tracé en 0, ils doivent se trouver en 0, et je vais avoir un machin qui ressemble à ça, et qui va suivre la droite qui est là, parce que celle-ci va monter très visiblement, monte quasiment à la verticale, donc rajoutera toujours le même décalage ici. Pareil, de l'autre côté, vous avez les valeurs dans les négatifs, donc ça va passer au double ici. Là, ça se décale de moins en moins, donc ça suit la courbe rouge au début, et puis à mesure que la courbe verte devient plus importante, bah, ça finit par suivre la courbe verte, et donc vous aurez un tracé qui va être comme ça. Donc ça c'est en série, I est le même, donc vous regardez à un U et vous ajoutez les U. Quand vous êtes en parallèle, au contraire, quand vous avez votre dipôle 1 et votre dipôle 2, ce qui se passe, c'est qu'il y a la même tension U entre les deux. Par contre, il va y avoir un I1 et un I2, et donc l'ensemble des deux, qui constitue mon ensemble en parallèle, c'est bien la tension U que j'ai, mais le courant I va être la somme des deux courants. Donc je vais reprendre les deux mêmes dipôles, sauf que cette fois-ci, je les mets en parallèle. Donc il y en a un qui faisait une droite comme ça, et puis il y en a un autre qui fait une sorte de fonction en x cube. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir regarder à une tension donnée. Alors, je vais regarder à une tension faible. Une tension faible, vous avez que le courant est quasiment nul, donc je vais suivre à peu près celui-ci. Mais quand j'arrive là, à cette tension-là, bah, je suis au double, ici. Et puis, très rapidement, je monte. Donc, le dipôle qui correspond aux deux en parallèle va suivre celle qui monte le plus vite, parce que c'est très rapidement le courant
dans la partie verte qui est ici va être négligeable devant le courant fourni par le rouge. Donc le I1 devrait être négligeable devant le I2. De la même manière, au début je suis la courbe verte et puis après je vais suivre la courbe rouge quand la courbe verte sera négligeable devant la courbe rouge. Et en faisant ça, en raisonnant, en faisant vos petits dessins et en disant je me place à un U donné et j'additionne les courants quand je suis en parallèle, ou je me place à un I donné et j'additionne les tensions quand je suis en série, vous êtes capable de prédire ce qui va se passer si jamais vous mettez plusieurs de vos dipôles les uns avec les autres. Allez, dernière feuille, dernière section, ce qu'on appelle les résistances d'entrée ou de sortie. Et ça, c'est un point qui a beau être à la fin, mais qui est important. Résistance d'entrée ou de sortie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle résistance d'entrée? Qu'est-ce qu'on appelle résistance de sortie? La résistance d'entrée, c'est quand vous branchez quelque chose sur votre circuit, ce qui est vu par le circuit à l'entrée dans le dipôle que vous venez de brancher. En règle générale, on parle de résistance d'entrée à chaque fois qu'on met quelque chose du côté droit du circuit, parce qu'on imagine que ça progresse dans ce sens-là. On met les générateurs à gauche et puis ensuite on branche les choses au fur et à mesure. Et donc, ça va rentrer dans le dernier dipôle, typiquement un voltmètre. La résistance de sortie, c'est justement ce que vous voyez de ce qui va sortir généralement de votre générateur. Et donc, ça va, vous allez avoir un bloc des générateurs qui va être comme ça. Ensuite, vous avez votre circuit qui est branché sur le bloc générateur. Et puis, vous pouvez mettre un instrument de mesure, typiquement le voltmètre. Derrière. Donc lui, le générateur, il fait sortir quelque chose, il a donc une résistance de sortie par rapport à votre circuit, et le voltmètre, il a une résistance d'entrée parce qu'il doit prélever quelque chose de votre circuit, c'est tout ça qui sert de générateur. En gros, cette partie-là, fait sortir quelque chose qui va rentrer dans la suite. Ou inversement, quand vous regardez juste le générateur, il fait sortir quelque chose qui va rentrer dans le reste du circuit. Donc la résistance d'entrée ou la résistance de sortie, le générateur, il va être modélisé. On va essayer de le modéliser par un générateur de Thevenin qui va avoir une source de tension et une certaine résistance, qu'on appelle souvent RG, résistance du générateur ou résistance de sortie du générateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résistance de sortie du générateur. Alors le générateur, ça n'est pas une vraie source idéale avec une résistance. Si vous ouvrez le générateur, vous ne trouverez pas un truc avec un rond comme ça, plus une résistance qu'on a mis juste en série derrière. C'est le comportement, c'est votre générateur. Si vous faites sa caractéristique U en fonction de I, vous allez trouver un système qui fait ça. Quand I est égal à 0, vous retrouvez E, et puis là, vous avez une pente moins R, moins RG plutôt, pour garder les mêmes choses. Et donc, vous allez modéliser votre générateur. En vrai, le générateur, par exemple, si je prends une pile et que je m'amuse à faire la caractéristique d'une pile, elle va avoir plutôt cette tête-là, la caractéristique. Et il n'y a que sur une zone limitée que je vais pouvoir la modéliser, ma pile, par une droite, et donc par un générateur de Thevenin équivalent sur cette zone-là. Donc c'est le domaine de validité de l'approximation qui du coup me permet de voir la résistance de sortie qui va être reliée à la pente dans cette caractéristique que je regarde U
en fonction de I, ça va directement être donné par la pente, la valeur absolue de la pente. Et si j'ai I en fonction de U, ça va être l'inverse, puisque si vous représentez l'un en fonction de l'autre, on va avoir du 1 sur R plutôt qu'avoir du R. Donc, la résistance de sortie du générateur est donnée, quand vous regardez là-dessus, c'est à quoi va être équivalent votre générateur en termes de générateur de Thévenin dans la zone où vous allez l'utiliser. Parce que le générateur de Thévenin, vous voyez qu'il est défini sur toute R, alors que ma pile ne pourra pas, par exemple, imposer un courant négatif. Plus exactement, il y aura un courant négatif quand votre pile est effectivement rechargeable, parce qu'on impose les charges de revenir dans l'état d'avant, et donc le courant circule à l'envers par rapport au fonctionnement normal de votre pile. Ce serait pour les piles rechargeables. Donc ça, c'est pour l'aspect sortie. Et de l'autre côté, vous avez l'aspect entrée, c'est-à-dire que votre voltmètre, il va être modélisé par une résistance qu'on appelle RV. Souvent, c'est ce qu'on appelle la résistance d'entrée du voltmètre. Donc on se dit, le voltmètre, c'est un gros appareil qui se comporte globalement comme si j'avais rajouté une résistance RV en sortie. Donc là, c'est là où vous allez avoir des comportements qui peuvent être relativement différents. Il va falloir regarder l'influence de cette résistance quand vous imposez les choses. Par exemple, si je regarde juste un générateur, donc je mets mon générateur, source de tension E, je le branche sur 5 volts, hop, je lui dis qu'il y a une résistance petit r, et je le branche en sortie sur une résistance grand R. Et là, vous me dites, vous m'appelez en TP, monsieur, il y a un problème, j'ai mis mon voltmètre ici, je mesure une tension qui est inférieure aux 5 volts que j'ai demandé. J'ai mis mon petit bouton, je l'ai mis sur 5 volts, et la tension en sortie, elle vaut pas 5 volts. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Vous savez, rien. Il n'y a rien qui a été mal fait dans ce système-là. Il y a juste que quand on met le bouton sur 5 volts, c'est vrai qu'on s'attend à avoir du 5 volts en sortie, mais ça n'est valable que si on néglige la résistance petit r. Si on néglige petit r, et donc si j'ai un fil ici, effectivement, la tension aux bornes de grand R, c'est 5 volts. Mais là, cette tension-là, vous voyez, on va utiliser notre diviseur de tension. Cette tension-là, c'est une fraction de celle-ci, parce que j'ai bien grand R et petit r qui sont en série. Donc cette tension-là, c'est grand R sur grand R plus petit r fois E. Ça ne sera presque E que si je peux négliger le petit r dans la somme qui est ici, et donc si j'ai une résistance que je branche ici qui est grande devant le petit r. Or, le petit r est de l'ordre de 50 ohms, donc si vous avez branché une résistance de 100 ohms ici, au lieu d'avoir les 5 volts, vous aurez les 2 tiers de 5 volts. Donc ça fait 10 tiers et ça fait à peu près 3,7 volts plutôt que les 5 volts que vous attendiez au départ. D'ailleurs, c'est une manière pour mesurer la résistance interne, parce que par exemple, si vous ajustez la valeur de grand R jusqu'à ce que la valeur mesurée ici soit la moitié de la valeur que vous attendez, ça veut dire que grand R est automatiquement égal à petit r, puisque vous avez la même chose là et là, donc vous avez la même résistance. Ça nous permet de mesurer rapidement la résistance interne, la résistance de sortie de votre générateur. Donc là, vous voyez que avoir un générateur, ça peut induire des erreurs, et donc de temps en temps, quand il y aura des choses qui seront bizarres ici, vous n'aurez pas exactement ce que vous avez demandé à votre générateur, il va falloir accuser de ce problème la résistance interne, la résistance de sortie du générateur. Inversement, quand vous avez votre voltmètre, supposons qu'on ait bien un générateur idéal, donc comme de résistance interne nulle, vous branchez sur grand R, mais vous mettez votre voltmètre derrière, et voltmètre, il est équivalent à une résistance RV. Si je veux, alors non, on va quand même garder notre générateur, parce que sinon on va quand même avoir E tout le temps et il n'y aura pas d'influence. Si je veux la tension qui est là, normalement je m'attends à avoir cette expression-là, donc R sur R plus RG fois E. Bien. Mais le voltmètre, il va m'embêter, il va ponctionner du courant. Vous voyez, je ne peux plus utiliser le diviseur de tension, étant donné que je ne suis plus en série. RG n'est pas en série avec R.
il n'est ni en série ni en parallèle. En revanche, R et RV, eux, sont en parallèle. Donc, je vais essayer, plutôt que de faire des calculs tout posés et voir quelle est la tension finalement que je peux obtenir ici, ça se fait, mais plutôt que de le faire, je vais essayer d'être un tout petit peu malin et je vais essayer de me ramener à un diviseur de tension. Parce que le diviseur de tension, je sais faire. Donc je dis que ce truc-là, c'est équivalent à E. J'ai toujours mon RG, mais les deux qui étaient là et qui sont en parallèle, c'est équivalent à mon R parallèle. Où ce R parallèle, ça vaut R RV sur R plus RV. Vous pouvez vérifier que 1 sur R parallèle, c'est bien 1 sur R plus 1 sur RV. Voilà, et là maintenant, je peux calculer ma tension U, et j'ai U par diviseur de tension, qui va valoir R parallèle sur R parallèle plus RG fois le E de départ. Ou le R parallèle, vous voyez que j'attends R sur R plus RG, et là j'ai R parallèle sur R parallèle plus RG, donc pour que le voltmètre ait le moins d'influence possible, il faut que le R parallèle soit le plus proche de R possible, et vous voyez que R parallèle c'est R multiplié par un rapport sans dimension, qui est proche de 1 à condition que RV soit très grand devant grand R. Et c'est pour ça que les voltmètres, on en a déjà parlé, c'est valable, ça marche bien à condition que les voltmètres aient une résistance d'entrée qui soit très grande devant la résistance de ce que vous essayez de mesurer. Voilà, ça conclut ce premier chapitre d'électricité. Dans le prochain, on va s'amuser un petit peu avec les équations différentielles.